Bonjour, bienvenue. Bienvenue à notre table ronde où nous allons parler donc, de l'importance de la recherche et de la science pour la Terre et l'humanité. Alors nous avons prévu un temps d'échange sur scène et puis effectivement nous ouvrirons ensuite la discussion voilà, pour ceux qui veulent rebondir sur les points que l'on aura présentés. Donc moi je suis Marc Auberon, donc je suis fondateur du festival Cinema for Change, un événement qui est dédié au débat de société sur les thèmes des 17 objectifs de développement durable, mais vu par le prisme du cinéma. Et je suis ravi voilà, d'animer cette table ronde. Pour parler de ce sujet, je vais vous présenter donc nos invités. Alors Chloé Audas, qui est ingénieure à l'Agence spatiale européenne et qui dirige le projet Melissa, devait être présente, mais elle est souffrante. Et elle est remplacée au pied levé par Jean-Jacques Dordain, qui était directeur de l'Agence spatiale européenne de 2003 à 2015. Alors je tiens à préciser, donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Je ne vais pas le faire pour tout le monde parce que vous avez, voilà, votre parcours pour arriver jusque-là était pas épique, mais voilà, il était quand même long. Vous êtes arrivé ce matin, vous revenez donc de Cap Canaveral en Floride où vous avez assisté au lancement de la mission Hera. Je reprends vos termes, hein, c'est le dernier de vos bébés à l'ESA, c'est ça? Et c'était aussi. Voilà. Ah bah, très bien, très bien. Et juste pour savoir, c'est une mission de défense planétaire pour le suivi. Alors j'ai vu, elle a collecte de données de 2 astéroïdes, c'est ça? Oui, dans la mission Hera qui a été lancée lundi de Cap Canaveral et la mission jumelle de la mission DART qui avait été lancée par les Américains voilà quelques années et qui a heurté un astéroïde pour dévier sa trajectoire. Et Hera a été lancée lundi pour aller mesurer le changement de la trajectoire de l'astéroïde et aussi vérifier les conséquences de l'impact sur l'astéroïde lui-même, sur son intégrité. Et donc, ce sont des missions importantes. C'est de la science, mais ça va bien au-delà de la science, puisque les dinosaures s'en souviennent encore. Et d'ailleurs, quand on dit utile pour la Terre et l'humanité, je me fais beaucoup plus de soucis pour l'humanité que pour la Terre. Oui, oui. La Terre survivra à l'humanité, oui, oui. Ça j'en suis sûr. Je pense qu'on le sait tous. Comme la Terre a survécu aux dinosaures, à la disparition des dinosaures. C'est plus nous qui avons besoin d'elle qu'elle de nous, ça c'est sûr. Donc je pense que l'humanité, c'est tout de même la poursuite de l'humanité, c'est tout de même l'objectif essentiel. Clairement. Et en tout cas, voilà, vous êtes là parce que vous avez aussi effectivement été associé au lancement du projet Melissa. On en parlera effectivement juste après. Donc Cédric Balti, qui est effectivement vice-président de l'innovation et du développement durable à Thales Alenia Space. Sonia Chenel, qui dirige une PME qui s'appelle donc le Procédé Chanel International. Voilà, c'est une petite société, mais c'est bien parce que ça permet aussi voilà, de donner du relief à nos discussions et d'amener l'artisanat dans nos échanges. Et en tout cas, vous êtes spécialisé dans les produits d'exposition et de décoration, principalement à base de papier et tissu ignifugé. Christophe Lavelle, voilà, qui est ici, et chargé de recherche au musée Homme d'Histoire naturelle, et Florent Vangeschini, responsable de l'innovation Green Tech à L'Oréal Augmented Beauty. Voilà, donc pour montrer et pour débuter effectivement ce débat, on voulait vous montrer, c'est une bande-annonce d'un documentaire que l'on prépare avec l'Agence spatiale européenne qui présente Melissa et que l'on va vous passer tout de suite. La seule question, c'est que je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui dois lancer c'est moi qui dois le lancer. Mais on ne m'a pas dit où est-ce que je devais le lancer. On va essayer. J'imagine. Non. Donc je pense qu'il faut que vous veniez. Et donc pour montrer l'importance de la recherche, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va commencer à faire un petit tour de table juste pour parler
de l'origine des entreprises et institutions que l'on a ici, pour mieux comprendre comment la recherche, et puis plus que la recherche, les chercheurs ont joué un rôle important dans le développement de ces entreprises. Donc on va commencer ce petit tour de compréhension pour un peu poser le décor, pour ensuite parler des entreprises. Nos ressources sur Terre sont limitées. Nous devons revoir nos habitudes afin de préserver ces ressources. Le projet Mélissa de l'Agence spatiale européenne, par son expertise en économie circulaire, montre la voie. Depuis 35 ans, le projet Mélissa vise à rendre les missions spatiales autonomes et durables, en recyclant efficacement tous les déchets. Avec un objectif, assurer la survie des astronautes lors des futures missions vers Mars. Des voyages de 1000 jours minimum pour l'aller et le retour. Ce documentaire offre un nouveau regard sur l'exploration spatiale et met en lumière les bénéfices de la recherche terrestre pour l'espace et de la recherche spatiale pour la Terre. Le projet Mélissa démontre qu'il est possible d'explorer l'espace en favorisant une exploration durable. Donc voilà, on voulait effectivement commencer un peu avec de l'image. Puis voilà, nous, effectivement, on vient beaucoup avec le cinéma. Donc c'était bien de commencer avec ces images. Du coup, ça me permet effectivement de parler tout de suite de Mélissa avec vous, Jean-Jacques Dordain. Donc le rôle de Mélissa est d'assurer la survie des astronautes qui vont faire un voyage de plus de 1000 jours. Donc Terre, alors a priori Mars, aller-retour. Comment Mélissa, et puis on pourra parler un peu plus de Mélissa après, mais comment Mélissa a vu le jour? Alors Mélissa a vu le jour à cause des astronautes ou grâce aux astronautes. C'était parce que il n'y a pas que pour les 1000 jours sur Mars qu'on aura besoin de recycler les ressources. Aujourd'hui, on recycle déjà beaucoup de ressources dans la Station spatiale internationale. Elle est très près, elle est à 400 km. Donc elle est à portée de main. Mais c'est-à-dire le kilo emporté à 400 km est suffisamment cher pour qu'on cherche à recycler au maximum les ressources à bord de la station spatiale. Il y a 6 personnes qui vivent de façon continue à bord et donc on recycle au maximum les ressources. Mais bon, d'ailleurs, on peut toujours apporter au cas où il en manquerait. Mais si on installe des astronautes sur la Lune, il faudra bien qu'ils vivent, je ne dis pas en autarcie, mais on ne pourra pas aller leur apporter la nourriture, la boisson, l'oxygène tous les jours. Et donc, il faudra bien, là aussi, recycler les ressources. Et donc, c'est un impératif dans l'espace. C'est important sur la Terre, mais dans l'espace, c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on a commencé dans l'espace. Mais comme vous le dites dans le film, j'allais dire, tous les progrès qu'on va faire pour l'utilisation des ressources de l'espace sont des progrès qu'on fera aussi sur la Terre. Et donc c'est certainement un des sujets sur lesquels la frontière entre l'espace et la Terre est la plus ténue. C'est le même problème. Mais l'idée de lancer effectivement, de travailler sur la survie des astronautes sur des longs voyages a été lancée c'était en 1976. Ah oui, non, mais je ne dis pas que j'étais encore à l'école, et pourtant, mais ça fait très longtemps. Mais le laboratoire Mélissa, qui a été le laboratoire dans lequel on fait toutes les expériences, a été inauguré au début des années 2000. Et c'est moi qui ai inauguré, quand j'étais à l'ESA, avec la ministre espagnole, ce laboratoire qui est à l'université de Barcelone. Et le pari que nous avions fait en créant ce laboratoire, c'était de faire vivre des rats de façon totalement autonome. Et je crois
mais bon, j'ai quitté l'ESA depuis un certain temps. Quand je suis parti, on recyclait déjà 70% des ressources. Donc, il n'y avait que 30% des ressources qui étaient apportées de l'extérieur. L'idée étant d'aller jusqu'à 100%. Et donc, on avait indiqué, on m'avait indiqué que 20 races étaient équivalent à un astronaute. D'un point de vue utilisation des ressources. Et donc, il y a des rats qui survivent dans un laboratoire pratiquement en circuit fermé. Ok. Et on parlera tout à l'heure effectivement de la raison d'être aujourd'hui de Melissa. Cédric Balti, Thales Alenia Space. Thales, c'est un pionnier, c'est une grande entreprise. Quand est-ce qu'elle a été, parce qu'elle s'est construite, puis après il y a eu plein effectivement d'autres entreprises qui sont venues. Malgré tout, comment ça a commencé ? Alors, c'est un acteur industriel de la défense. Au départ, tout le secteur spatial vient de la défense et des investissements publics. C'est-à-dire que l'existence de l'Agence spatiale européenne, tout comme celle du CNES, ont créé les acteurs industriels qu'on est aujourd'hui. Et à l'époque, c'était Aérospatial, c'est devenu Alcatel Espace, puis on a été racheté par Thales Alenia Space. Mais pour répondre à ces projets spatiaux et les grands secteurs du spatial, ça a été l'exploration, la science, l'observation de la Terre. Donc il a fallu développer des solutions pour faire de l'observation de la Terre, ce qui nous permet aujourd'hui de faire des programmes comme Copernicus ou Météosat pour observer la météo et la prédire, tout comme les télécoms. Donc aussi des acteurs privés ont contribué à l'émergence des industriels du secteur spatial. On parle d'industrie où effectivement la recherche a un rôle important. Au début, en cours du moins, ou on peut me dire aujourd'hui, combien est-ce qu'il y a de chercheurs ou de scientifiques qui travaillent, est-ce qu'approximativement, parce que j'imagine il y a des, là, on prend l'ensemble des entreprises, malgré tout, c'est d'avoir une petite idée quand même. Alors honnêtement, le nombre de chercheurs dans l'industrie spatiale, je ne saurais pas le dire. Non, mais chez Thales Alenia Space. Oui. Bah oui. Nous, on est une entreprise, on est 8000. Des chercheurs à proprement parler, je vais dire un chiffre au hasard, mais ça doit faire quelques centaines de personnes. Okay. Donc il y a des chercheurs purs. Après, ça dépend ce qu'on met dans la recherche. Il y a la recherche, on fait beaucoup de R&T, c'est-à-dire de la technologie pure, et on fait aussi de la R&D. Donc à quel moment on arrête le périmètre, mais en gros c'est ça, et l'activité de la recherche est une partie importante de notre budget, parce que c'est un secteur qui est... alors moi je suis directeur d'innovation, quand on parle d'innovation, c'est une question comment on définit l'innovation dans le spatial, parce que quand on va faire une mission comme Hera, quand on va sur Mars, quand on va sur la Lune, en fait, en soi, il y a tout à réinventer à chaque fois, donc on a énormément de recherche sur tous les programmes. Donc la plupart des programmes qui ne sont plus des programmes de recherche, sont complètement basés, voire portent des volets de recherche. Il faut vraiment bien comprendre ça dans le spatial. Il y a quelques marchés établis qui génèrent de la récurrence dans les activités, ceux dont je parlais, les télécommunications, la météo, Galiléo, le GPS européen. Mais tous les programmes scientifiques et de recherche, eux, nécessitent forcément des ressources en recherche. Donc, est-ce qu'on les appelle des chercheurs ? Voilà, difficile à détourer en tant que tel, mais effectivement, on baigne dans un ADN de recherche. Et je rajouterai aussi un mot sur Melissa, c'est que ça draine beaucoup de choses, puisqu'il faut circulariser l'air. On en parle après. Mais non, mais vous avez raison. Non, mais elle terminait, parce que c'est comme vous avez commencé, ouais. Non, j'en parlerai après, mais il y a quand même, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes ces activités de recherche pour des missions parfois scientifiques, alors quand c'est des télécoms, je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend bien, ou le GPS, Galiléo, mais quand c'est pour de la science, il y a des retombées pour les activités sur Terre, et ça, on ne le voit pas forcément, et on ne le sait pas forcément a priori. Peut-être ce qu'on appelle, si vous voyez des satellites, il y a des sortes de couvertures qu'on appelle OSR, qui sont des couvertures un peu en alu, qui est aujourd'hui ce qu'on utilise pour les secours. Donc voilà, les technologies spatiales aident aussi à faire avancer l'humanité au sens large.
Et oui, on va justement parler aussi après, mais non, mais c'est important de le dire, voilà, d'où l'idée de ce documentaire. Alors, Sophie Chanel, donc procédé Chanel International. Alors, vous êtes une entreprise familiale. On va vous donner un micro. Merci. Donc, vous êtes une entreprise familiale, vous êtes combien ? On n'est que 20. Pourquoi que 20 ? Vous êtes 20, c'est bien déjà. Et votre entreprise existe depuis combien de temps ? On fête nos 127 ans le 12 décembre. Vous êtes invités. Quand même. Ouais. 127 ans. C'est une entreprise familiale, c'est mon arrière-grand-père qui l'a fondée. Voilà. J'allais vous demander effectivement comment c'est venu, parce que vous avez créé un procédé qui est unique, qu'il a développé, comment est-ce qu'il a été, j'imagine qu'il a été breveté, mais voilà, comment est venue effectivement la recherche de ce produit ? Alors, il y a un S à procéder, parce qu'on n'a pas trouvé le seul produit magique qui nous fait avancer, mais c'est une recherche constante d'amélioration en fait, de techniques. Alors, beaucoup plus modestement, on recherche des matériaux non-feu pour que vous puissiez faire de la décoration dans les lieux recevant du public. Et donc, c'est venu principalement des lois. Après, vous m'avez aussi parlé d'un salon, je crois en 1974, où il y avait eu des besoins spécifiques. Oui, le salon de l'agriculture. Ouais. Ouais. Alors, donc, c'est vrai que le salon de l'agriculture, c'est un choc thermique, puisque le montage se passe fin février, début mars, où il peut faire -5. C'est un peu plus rare maintenant, mais c'est comme ça. Et il peut faire jusqu'à 40 degrés avec les animaux et les gens. Donc, quand vous mettez des produits qui ne sont pas stabilisés, sur des dizaines de milliers de mètres carrés, ça peut être un fiasco. Donc, le premier plafond qu'on a installé était pas très, très stable. Et donc, on a recherché pour l'améliorer. Et ça a donné naissance à ce matériau qui, aujourd'hui, on utilise en exclusivité mondiale, fabriqué en France. Et qui effectivement a plusieurs variations et qu'on arrive aujourd'hui à recycler. Et vous avez du coup, vous êtes présente sur 3 stands ici, c'est ça ? Oui. Voilà. Qui se trouvent pour ceux qui veulent vous découvrir. Alors, si vous allez acheter un livre à la librairie, vous serez sur notre structure. Si vous voulez traverser un petit jardin, on a une petite forêt. Et il y a un stand aussi sur des vêtements en papier. Très bien. Et comme ça, on sait où est-ce qu'il faut aller se balader. Merci. Alors, Christophe Lavelle, donc, quand on parle effectivement du musée, du muséum d'histoire naturelle, bien sûr. National, oui. En fait, avant d'être un musée, parce que moi, je ne savais pas, vous m'avez dit que c'était un laboratoire. Alors, quand est-ce que ça a commencé en fait ? Ça a commencé 1789, juste à la Révolution, sur un site qui va bientôt fêter ses 400 ans, puisque le site du Jardin des Plantes, qui est le site historique du muséum, était jardin royal entre 1625 et 1631, c'est un peu flou. Et donc sur cet endroit-là, effectivement, dès le départ, était un lieu bien sûr dédié au roi pour faire pousser des plantes médicinales pour sa bonne santé, etc. En même temps, ça servait justement de jardin botanique. Et c'est devenu établissement public après la Révolution, qui est l'organe national, donc qui dépend aujourd'hui, on a plusieurs ministères de tutelle, et dont la mission principale est de continuer ce travail qui donc a lieu depuis plusieurs siècles de collection à travers le monde. Autrement dit, les scientifiques du muséum continuent de parcourir le monde pour récupérer un bout de météorite ici, un bout de fossile là, un squelette de dinosaure si on peut, et puis des grains de pollen, et puis bref, tout ce qui constitue notre environnement minéral ou vivant, et tout ce qui peut nous donner des indications sur l'histoire de cet environnement, sur l'évolution, et à la fois sur des questions de géologie, des questions de biologie, et puis beaucoup d'anthropologie, puisqu'on a quand même une grosse composante dédiée à la place de l'humain dans tout ça. La place de l'humain sur la planète. Et ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt décortiquer sur une autre antenne, qui est celle du Musée de l'Homme, au Trocadéro, et qui appartient au muséum. C'est la même maison, hein. On a une douzaine de sites en France. Donc le plus connu, c'est le Jardin des Plantes, mais après, il y a le Musée de l'Homme, il y a le Parc zoologique de Paris, tout ça. Puis on a des stations marines, on a beaucoup d'endroits. Et tous ces endroits ont plusieurs missions. Donc effectivement, il y a la mission
que les gens connaissent, que le public connaît, qui est la mission de montrer des choses. Donc ça, c'est la partie musée. Donc on peut visiter la Grande Galerie de l'Évolution, on peut visiter la Galerie de Paléontologie, on peut visiter la ménagerie, le zoo, etc. Et puis, ce que le public connaît moins, c'est ce qui est dans nos sous-sols. Donc il n'est accessible qu'aux chercheurs, mais pour lequel on est un des premiers établissements mondiaux, un des 2-3 premiers, puisqu'on a 70 millions en fait, d'objets. Donc 70 millions de choses inventoriées, répertoriées, que des chercheurs du monde entier. Si on a le spécialiste de tel type de scarabée, il va venir chez nous passer 2 semaines parce qu'il sait qu'on a ce type de scarabée chez nous. Proportionnellement par rapport aux objets que vous mettez, que le public peut découvrir. Que dalle. Enfin, il y a quelques milliers qui sont, il y a quelques milliers qui sont dans nos parcours permanents. Et à chaque fois qu'on fait une exposition temporaire, on en fait une par an sur le site du Musée de l'Homme et sur le site du Jardin des Plantes. C'est l'occasion pour nous de sortir de nos tiroirs justement des objets qui, d'habitude, ne sont pas exposés au public. Très concrètement, quand moi j'avais fait l'exposition Je mange donc je suis, donc en 2019 au Musée de l'Homme, j'en avais profité justement en tant que commissaire de pouvoir fouiller dans les tiroirs et puis dire tiens, on a le crâne d'Antonin Carême, c'est quand même bien ça. Donc hop, on va pouvoir mettre le crâne d'Antonin Carême et dire voilà, on peut raconter l'histoire de Carême à travers cette exposition. Donc c'est pour ça qu'on est connu du public. Après, on est, pour rebondir sur les chiffres, on est 500 chercheurs à peu près. Il y a 2000 personnes au muséum. Voilà. Combien de personnes ? 2000 personnes à peu près sur les différents sites, principalement, encore une fois, le Jardin des Plantes et puis Musée de l'Homme. Et en tout, à peu près 500 chercheurs. Le reste étant beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de personnel pour l'accueil du public, beaucoup de jardiniers, parce qu'on a des jardins botaniques un peu partout. Donc, c'est des corps de métier assez variés. Mais voilà, en chercheurs, on est à peu près 500. Et enfin, c'est à peu près une personne sur 4, quasiment. Oui, tout à fait, qui est vraiment consacrée à la recherche, avec des approches qui sont celles traditionnelles qu'on attend d'une recherche en sciences dures, c'est-à-dire des paillasses, des labos, de la bio, des microscopes, etc. Et puis à côté de ça, une activité qui est assez spécifique au muséum, à savoir le côté exploration. On est un des rares établissements. Voilà, ça marche. L'idée, c'était vraiment de pouvoir effectivement faire un petit tour. On termine effectivement avec Florent Valceschini, Innovation Green Tech à L'Oréal. Donc là, voilà, j'ai un petit peu l'idée de voir effectivement, parce qu'on connaît L'Oréal et puis les produits qui sont présentés, on connaît moins effectivement son origine et quand est-ce que ça a commencé et combien il y a de salariés, combien il y a de chercheurs. Voilà, c'est un petit peu l'idée d'avoir ce tableau. Oui, donc L'Oréal, ça sera les 115 ans cette année. Donc ça a été créé en 1909 par un chercheur, Eugène Schweller, qui a créé la première teinture inoffensive pour les cheveux. Et donc depuis, on peut dire que la science, l'innocuité, ça n'a jamais quitté le groupe. Et aujourd'hui, si on prend des chiffres sur 90 000 employés dans le monde, 15 000 en France, on va retrouver 2700 chercheurs sur les 15 000 en France. Donc ça reste quand même une grosse partie des employés. En termes d'investissement, c'est plus d'1 milliard. Je crois que c'était 1,2 au rapport annuel 2023 qui sont investis dans la recherche. Et en tant qu'employé en interne, ça se sent vraiment. Donc il y a le département de la recherche avec le poids, les projets, l'ambition et le soutien aussi au quotidien. Donc ça, c'est pour l'historique. Après la teinture inoffensive, il y a eu les crèmes solaires. Il y a eu l'hygiène, les grandes campagnes après-guerre, du berlingot DOP, et puis les peaux reconstruites après. Enfin, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'innovations en fait, qui sont sorties des laboratoires. Il y a une croissance du groupe par les acquisitions d'un point de vue business, mais d'un point de vue innovation, c'était beaucoup amené par la recherche. Voilà ce qu'on peut dire sur l'historique. Maintenant, récemment, qu'est-ce que c'est l'évolution de L'Oréal d'un point de vue recherche ? C'est aussi la technologie, on parlait tout à l'heure de R&D, l'arrivée de la technologie, et ça, j'ai envie de dire, ça accélère encore plus ce qui est amené par la science, sauf que maintenant, ça prend un nom. On est depuis 2018, on a lancé le terme Beauty Tech, c'est-à-dire que on vient développer grâce à la technologie des nouveaux produits. Donc c'est pas uniquement de la recherche pour pouvoir avoir des actifs et des formules, c'est des produits un peu hybrides qui sont là pour amener plus de performance, des meilleures expériences utilisateurs, être plus proche des consommateurs et des consommatrices grâce à la personnalisation des produits, grâce à l'analyse des datas, grâce à l'intelligence artificielle sur certains des services de diagnostic et tout ce genre de choses-là. Donc voilà, je pense que c'est assez ancré effectivement dans la science et dans la recherche. Très bien, super.
Alors, Jean-Jacques, on va parler un tout petit peu de Mélissa, parce que le sujet a été un tout petit peu abordé tout à l'heure, mais c'était bien effectivement de l'aborder pour qu'on comprenne effectivement, nous d'ici, parce qu'on a toujours le sentiment que quand on regarde l'espace, on n'a pas la même notion que les chercheurs, mais quand les chercheurs, en tout cas à l'ESA et puis avec Mélissa, quand ils regardent effectivement l'espace, il n'est pas forcément accueillant. Donc il y a effectivement un besoin de protéger, de préparer. Quels sont parce que je les ai là, mais quels sont les 3 éléments indispensables quand on part dans un long voyage qu'il va falloir créer, recréer, recycler pour permettre à l'être humain de vivre ou survivre? Oh, il faut tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc, il faut de l'air pour respirer, il faut de la nourriture pour vivre, et puis Et de l'eau. Et de l'eau. Bon, et ces éléments ne se trouvent pas a priori dans l'espace. Il y a de l'eau partout dans l'espace, mais on ne la recueille pas, on ne l'utilise pas. Et le problème, c'est qu'il y a 2 solutions pour vivre dans l'espace. Ou vous utilisez les ressources in situ, ce qu'on ne fait pas pour l'instant. Mais sur la Lune, il y a un tas de ressources. Mais pour l'instant, on ne les utilise pas. Et donc, on apporte tous les éléments dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'air, l'eau et la nourriture, on l'apporte. Mais comme encore une fois, ça coûte très cher parce qu'aller dans l'espace, il faut vaincre d'abord la gravité de la Terre et puis traverser l'atmosphère. Et un lanceur, une fusée, c'est quelque chose de très puissant et de très cher, même quand il s'agit de SpaceX. Et donc on essaye de limiter l'apport des ressources à partir de la Terre, et donc on essaye de les recycler. J'ai parlé de la station spatiale. La station spatiale, aujourd'hui, existe, et pour moi, c'est un laboratoire de la Terre au futur, parce que on recycle même je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les urines des astronautes, on les transforme en eau, on recycle l'air est recyclé de façon continue, et maintenant on arrive même à je ne dis pas cultiver des salades, mais enfin, on commence à pouvoir créer de la nourriture dans l'espace. Vous parliez de recycler. Je sais que Mélissa a travaillé sur un procédé, le procédé Firmus, qui permet donc de recycler les eaux grises. Oui. C'est ça? Oui. Et donc qui est destiné effectivement à accompagner les astronautes qui vont faire un long voyage. Mais ce procédé, il a été également proposé à l'utilisation sur Terre. Oui, non mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le recyclage des ressources, c'est certainement le sujet sur lequel la frontière entre l'espace et la Terre est la plus faible. Parce que tout ce qu'on doit faire dans l'espace pour faire vivre les astronautes, on les importe de plus en plus, et je dois dire que le projet Mélissa de l'ESA est aujourd'hui, alors je vais peut-être choquer, mais bon, j'ai quitté l'ESA, est peut-être plus important sur Terre que dans l'espace, parce qu'il y a énormément de techniques, de process qui ont été mis au point pour l'espace et qui sont aujourd'hui, j'allais dire, à Roland-Garros, pas très loin d'ici, il y a des retombées du projet Mélissa. Oui, donc à Roland-Garros, les eaux grises sont réutilisées par ce procédé et permettent effectivement l'entretien en eau de l'ensemble du parc floral sur place, ce qui est pas rien. Je voudrais peut-être faire une remarque sur l'espace en général. L'espace, ça a donné, à mon avis, une nouvelle perception de la Terre. Le programme Apollo, c'est-à-dire
le fait que ce soit le drapeau américain qui a été le premier à flotter sur la Lune, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. C'est un monde qui n'existe plus. Pas les Américains. Mais... non, mais le monde bipolaire de l'époque, aujourd'hui, on vit dans un monde multipolaire, mais le monde bipolaire de l'époque n'existe plus. Donc, c'était une course, le drapeau américain a flotté. Mais j'ai toujours dit, et d'ailleurs, c'est pour lui rendre hommage, puisque l'astronaute Bill Anders vient de nous quitter. D'ailleurs, pour moi, la mission Apollo la plus importante, ça a été Apollo 8. Noël 68, j'y étais. C'est la première fois que 3 hommes, il n'y avait malheureusement pas de femmes, 3 hommes ont fait le tour de la Lune. Et en revenant de la face cachée de la Lune, ils ont vu le lever de terre. Et Bill Anders a dit, on a fait tout ce voyage pour explorer la Lune, mais la chose la plus importante, c'est qu'on a découvert la Terre. Et ce sont 3 hommes qui ont découvert la Terre. Et il l'a décrite comme une petite balle de golf qui flottait dans l'univers. Et ça a été une révolution. 68, dès 1972, il y avait le fameux bouquin du rapport Meadows qui décrivait les limites de la croissance dans un monde fini. Et ça a été un grand choc. Malheureusement, un choc dans le monde dans lequel nous vivons, ça s'amortit très vite et on a tendance à oublier très vite, si bien que le comportement des hommes... Parce qu'on parle beaucoup de recherche, on parle beaucoup de technologie, mais les conséquences de la recherche et des technologies sont limitées tant que le comportement des hommes restera le même. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que chacun prenne conscience. C'est qu'aujourd'hui, notre comportement est tout à fait contraire à la réalité. Nous pensons que le temps s'arrête avec nous. Chaque individu pense que le temps s'arrête avec nous. Et qu'inversement, la Terre est infinie. C'est exactement le contraire. Le temps ne s'arrête pas avec nous et la Terre est finie. Et ça, c'est quelque chose... J'espère que la recherche et la technologie seront accompagnées d'un comportement de chaque individu conforme à la réalité. Alors, j'enchaîne avec Cédric par rapport à Thalès, justement. Je pense que ces propos vous parlent sur le fait d'avoir à la fois la recherche, d'avoir une éthique. Quelle est votre fonction, effectivement, au sein de Thalès par rapport à la recherche et puis, effectivement, à ce que vous essayez d'amener? Bon, déjà, oui, évidemment. Enfin, moi, j'ai bu les paroles de Jean-Jacques, j'étais pas très grand. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui anime les gens qui sont dans ce secteur-là, cette passion de l'espace et de la recherche. Moi, je suis à la direction de la stratégie et je suis en charge d'innovation et de développement durable. Et c'est un volet important qui a peut-être été un peu oublié pendant une certaine période. C'est-à-dire quand on parle de recherche, on parle souvent de technologie. Quand on parle d'innovation, et j'ai regardé les textes récemment, même au niveau de l'Europe, en général, on parle de technologie. Et en fait, l'innovation, c'est plutôt ce qui, à un moment, va rencontrer un besoin ou un problème. Donc une innovation, c'est le chemin complémentaire. Donc moi, mon boulot, c'est d'essayer de faire émerger les innovations de demain. Mélissa est un exemple très intéressant. On a fait de la recherche, il y a de l'innovation. Alors je sais que même à l'ESA, ils ont aussi installé des toilettes qui réutilisent Paris, les urines. Et c'est quelque chose peut-être vers lequel on va, parce qu'il va falloir économiser l'eau. Donc c'est des innovations, du coup. C'était de la recherche et ça devient de l'innovation. Quand on parle de ferme verticale, c'est aussi ça peut être le fruit de ces travaux de salade que nous, on fait à Turin, sur notre site. On fait pousser des salades dans un endroit clos et on apprend. Et on essaye d'apprendre ces technologies. D'ailleurs, tout ce qu'on a développé dans le cadre de Mélissa et quelques autres programmes, on l'a proposé et on en parle parce qu'en fait, dans toutes les situations de crise, on se retrouve un peu dans cette situation. C'est-à-dire, vous allez dans les déserts, vous allez, quand il y a eu des crises des climatiques, etc., vous avez besoin de continuer à vivre alors que vous n'avez pas forcément ce dont vous avez besoin. Donc, les bénéfices, je pense que de tout ce qu'on a fait en termes de recherche ne s'arrête pas là. Et moi, mon boulot, ça va être d'en faire des innovations. Et le volet développement durable, peut-être j'en parlerai après, mais
Mélissa, c'est un projet qui a démarré il y a longtemps, mais il y a encore des projets qui continuent et qui démarrent comme ça. Actuellement, il y a un écosystème de start-up très très fort qui a été impulsé. Et notamment, on travaille sur, ça s'appelle Space Rider, qui est une sorte de cargo qui va dans l'espace et qui revient, auquel s'intéressent des acteurs du milieu, du domaine pharmaceutique. Je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a aussi une start-up qui s'appelle Space Cargo qui avait envoyé du vin et puis après le mot m'échappe, mais du vin, des pieds de vigne, du sarment de vigne, dans l'espace, dans la station spatiale internationale. Ils l'ont récupéré après, et apparemment ça a permis, parce qu'en fait dans l'espace il y a plus d'apesanteur, donc ça permet d'avoir comment dire, de préserver ou de travailler, je dirais, de manière très différente les molécules, enfin les assemblages moléculaires. Et donc apparemment, les sarments de vigne qui sont revenus, qu'on a récupérés après, auraient des propriétés qui permettraient peut-être de faire face au changement climatique et à la montée des températures. Et ça, on ne le sait pas a priori. Donc la recherche est fondamentale. Moi, j'aime bien comparer avec Christophe Colomb qui traverse les Amériques. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut faire parce que c'est la sérendipité, pour ceux à qui ça parle, qui est le vecteur d'innovation. C'est-à-dire le fait de lancer de la recherche avec une vision quand même, ça va nous amener à découvrir des choses. Après, à nous de faire le tri en tant qu'humanité et humain pour en faire quelque chose de vertueux. Mais c'est fondamental en fait pour l'avenir de l'humanité. Et quand est-ce que quand est-ce qu'on passe de la recherche au concret? Quand est-ce qu'effectivement quand on fait de l'innovation. Non, mais c'est ça. Ok. La difficulté en fait de la recherche, c'est en tout cas dans la société actuelle, c'est de trouver un investisseur ou un financeur. Donc la recherche, elle amorce, elle permet d'apprendre. C'est fondamental d'apprendre. Et ce qui est souvent compliqué, et je dirais dans la chaîne de la valeur humaine, j'ai envie de dire ça comme ça, les compétences s'enchaînent, c'est une course de relais. Le chercheur, en général, il va être très compétent pour chercher. Après, il faut qu'il passe le relais à des gens qui vont pouvoir exploiter ou créer autour, qui vont pouvoir développer des produits qui vont répondre à des aspirations, des besoins. Donc ça peut être des investisseurs, ça peut être des États, ça peut être des États qui investissent, mais ça peut... Enfin voilà. Et c'est la difficulté de l'innovation, c'est qu'il n'y a pas que la montée en technologie, il y a aussi surtout la maturité du marché qui va dépendre des politiques, qui va dépendre des investisseurs, qui va dépendre de la société. Il y a l'acceptation de la société. Je ne sais pas, par exemple, sur les eaux grises, est-ce qu'aujourd'hui on serait capable, on sait le faire? Est-ce que si on mettait à la vente des toilettes qui soient capables de faire ça, est-ce que ça intéresserait le public? Peut-être maintenant, il y a 10 ans, je ne pense pas. Ça vient peut-être un peu, mais voilà, il y a un peu le time to market qui joue. Mais l'innovation, c'est ça en fait, c'est jouer sur tous les autres vecteurs en dehors de la technologie pour faire aboutir des sujets qui souvent viennent, ou en tout cas ont une composante de recherche. Et moi j'avais aimé un parallèle avec la paléontologie, parce qu'en fait c'est des sortes d'arbres qui se démultiplient. Un produit à la fin, quand il sort, il n'est pas sorti juste de l'idée d'une personne. Il y a eu plein d'activités en amont qui ont été agrégées, qui font qu'à un moment ça a du sens, parce que le marché, ou en tout cas l'écosystème, y voit un intérêt. Donc c'est tout arriver à catalyser tout ça à un instant donné pour en faire quelque chose de concret, donc qui serve donc de l'innovation. Et quand on fait de l'innovation et qu'on est dans une entreprise privée, ce qui est, j'imagine que c'est assez normal, quand on découvre des choses, est-ce qu'il y a des parties qui sont gardées parce qu'il faut les développer, d'autres qui sont quand même partagées à d'autres entreprises ou à l'ensemble des scientifiques pour pouvoir faire évoluer les choses? Alors, après, je vais parler pour nous. Nous, côté innovation, on travaille beaucoup. Alors, pourquoi je m'occupe de développement durable? Moi, je m'occupe d'innovation de rupture. Je suis à la stratégie, donc des choses nouvelles. Je ne suis pas là pour innover de manière incrémentale, c'est-à-dire faire un peu mieux qu'avant sur le produit. Et le développement durable ouvre en fait un changement de paradigme colossal. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se remette en question tous collectivement. Donc, à un moment donné, si on veut tout changer, si on veut créer des ruptures, il faut un écosystème. Donc, on ne va pas faire ça tout seul. Et moi, je suis convaincu, et je pense que mon entreprise est convaincue aussi, que c'est de manière écosystémique, donc avec des partenaires. Les startups ont l'agilité, ils n'ont pas la capacité de faire les produits complexes qu'on fait, ou alors s'ils le font, ils le feront avec nos ingénieurs. Donc à la limite, ça, je pense que ce n'est pas extrêmement intéressant pour l'industrie et pour les acteurs au sens large. Mais tous les acteurs de l'écosystème, en fait, ont un rôle à jouer pour aller développer des innovations. Donc c'est très écosystémique et c'est très partenarial comme approche.
Je vais rebondir effectivement avec Christophe sur ce sujet justement, parce que voilà, effectivement, nous on connaît tous, vous l'avez dit tout à l'heure, on connaît bien le musée, on connaît moins effectivement la partie recherche. Alors vous allez aussi, en fait il y avait deux choses là, effectivement, il y a la partie recherche où vous allez sur le terrain, c'est bien que vous puissiez développer, et puis effectivement, quelle est votre raison d'être, vu que vous n'êtes pas une entreprise privée, quand vous faites de la recherche, quel est le but derrière cette recherche? Qu'est-ce qu'elle devient en fait? Ouais, on a justement ce luxe inouï de ne pas avoir de but. C'est-à-dire que, non mais par rapport, effectivement, je rebondis là-dessus, on est une agence d'État, tout comme le CNRS. En fait, moi je suis chercheur au CNRS, hébergé au muséum. Au CNRS, on est 20 000 chercheurs. À l'INRAE, ils sont quelques dizaines, pareil, 5-6 000, etc. Ça, ce sont des agences d'État. En tant qu'agence d'État, on fait de la recherche avec beaucoup de sérendipité, parce qu'on a ce luxe de pouvoir le faire. Alors bien sûr, ça va totalement dépendre du domaine. Il y a des moments où on sait de certaine manière ce qu'on veut trouver, ou en tout cas on a une très bonne idée de ce qu'on veut trouver et on va le chercher. Et d'autres fois, on est sur des approches beaucoup plus transverses, un peu plus aléatoires, en disant on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant à creuser, on ne sait pas ce que ça peut donner, on ne sait pas à quoi ça peut servir, mais on va le faire. Et ça, il n'y a qu'un organisme d'État qui peut le faire, qui peut se permettre ce luxe-là. Donc effectivement, on a différentes approches. L'approche laboratoire, comme je disais, l'approche expédition, où on va aller gratouiller les arbres en haut de la canopée de la forêt amazonienne. À quoi ça sert? Ça sert à faire un inventaire de la biodiversité. Derrière, on sait bien qu'aujourd'hui, la bio-inspiration est fondamentale. C'est-à-dire qu'en allant gratouiller en haut des arbres, on va tomber sur une espèce qui sécrète une molécule qui dit tiens, à bon sens, là il y a une application. Mais on ne va pas y penser avant. On ne va pas se dire je ne vais pas aller gratouiller en haut des arbres pour trouver une molécule qui a une application. On va se dire je vais gratouiller et puis on verra. Et puis on va aller creuser, on va faire du carottage au Spitzberg pour comprendre l'origine des insectes il y a 500 millions d'années. Et puis on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Au-delà de comprendre l'origine des insectes, on va peut-être comprendre d'autres choses et ça va nous donner d'autres idées. Donc ça, c'est la partie expédition, effectivement, exploration, qui est fondamentale parce qu'on va s'inspirer du vivant passé ou actuel pour voir un peu, pour que ça nous donne des idées. Et puis on a d'autres types de démarches un peu originales, notamment ce qu'on appelle la science participative. C'est-à-dire qu'on sollicite le citoyen pour nous aider dans nos recherches. Donc on donne des missions aux citoyens, on dit ben voilà, alors ça marche beaucoup pour la biodiversité, avec par exemple des gens qui vont s'inscrire sur le programme, sur les papillons, et puis dès qu'ils voient un papillon, hop, ils prennent la photo avec leur smartphone, ils envoient la photo, puis ils disent j'étais là à tel endroit, à telle heure, à tel moment. Puis derrière, on a les scientifiques qui analysent. Vous collectez tout ça. Et on collecte, et ça fait des banques de données où on sait comment se déplacent les populations de papillons et l'évolution de la biodiversité, etc. Et ça, n'importe qui peut le faire? Oui, n'importe qui peut le faire, s'inscrire au programme. Il va sur le site, c'est voilà. ça? Alors il y a des campagnes de recrutement en général, parce que sinon on s'en sort pas. Mais nous, par exemple, très concrètement, j'ai lancé un projet comme ça avec mes collaborateurs sur le kéfir de fruits, qui est une boisson fermentée. Bon, il y a plein de gens qui boivent du kéfir, on peut en acheter, on peut le faire soi-même. On va dire qu'est-ce que les chercheurs vont faire avec ce truc-là. Il y a une biodiversité extraordinaire qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que nous, on a analysé une trentaine de souches, les 30 souches sont différentes. Bon. Et les gens, souvent, on analyse les discours aussi, on fait à la fois la microbiologie puis la sociologie, et puis les gens racontent des tas de choses. Il y a des témoignages sur les réseaux sociaux et autres. Ah, moi, depuis que je bois tel kéfir, j'ai plus d'arthrose, depuis que je digère mieux, etc. Donc, il se passe un truc qu'on aimerait bien comprendre. Donc, on a dit, c'est bien simple, on va prendre une souche, mais on va solliciter un millier de foyers en France qui vont s'inscrire au programme et qui vont s'engager à faire leur kéfir pendant 1 an. Et puis, ils vont nous dire ce que ça leur fait, témoignage, et puis en même temps, au bout d'1 an, on va récupérer leur souche, voir si la souche a évolué ou pas, voir si on a créé de la biodiversité ou pas. Et ça, c'est une question de science. Il y a typiquement la question de se dire, est-ce qu'au bout d'1 an, une souche de kéfir peut dévier? C'est une question gratuite. Et puis, une fois qu'on aura répondu à cette question, on pourra peut-être envisager de savoir si on en fait quelque chose. Très concrètement, si j'ai dans mes 1000 personnes une qui me dise « Ah, ça m'a soigné mon arthrose », et qu'on analyse sa souche, et puis « Ah, tiens, dedans, elle a été contaminée par une bactérie qu'on n'avait pas prévue », on va commencer à creuser un peu plus. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait cette bactérie? Est-ce qu'elle sécréterait pas un polypeptide qui éventuellement aurait un effet anti-inflammatoire? Et puis c'est comme ça qu'on tombe sur des trucs qu'on n'avait pas du tout prévus, et c'est ça qui fait que la recherche est fascinante. Mais du coup, ces résultats, ils se retrouvent, ils sont publiés. Ils sont publics, on est une agence d'État, donc tout ce qu'on fait est publié dans des journaux à communauté de lecture, mais qui sont en accès libre, en tout cas payant, parce qu'il faut payer un abonnement, mais libre au sens que toutes les universités, toutes les bibliothèques ont l'accès. C'est pas un réseau professionnel. Non, pas du tout. Tout ça, c'est de la recherche publique. Quelques rares exemples, effectivement, où on peut rentrer dans un schéma de valorisation. Ça nous arrive quand même. On a, que ce soit le muséum, l'INRAE, le CNRS, on a des bureaux de valorisation.
Et sur certains cas très précis, où on est tombé sur une molécule, on se dit, ouh, là, il y a un potentiel quand même, effectivement, commercialisable, on peut rentrer dans un schéma, effectivement, où on va faire un partenariat, et avant de publier, effectivement, on va faire le dépôt de brevet, tout ce qu'il faut pour ensuite voilà, rendre la donnée publique, mais en ayant sécurisé avant l'utilisation de cette molécule-là. Donc ça, on est aussi habilité à le faire, puisque c'est un espèce de cercle vertueux, puisque qui dit dépôt de brevet dit aussi des partenariats qui vont faire rentrer de l'argent dans un organisme public, ce qui permet d'alléger la contribution de l'État aussi. Donc tout ça, c'est... Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des entreprises privées, comme, je ne sais pas, par exemple ici, est-ce que... Alors ici, alors sur le côté spatial, je pense qu'on a des gens qui... Alors je ne sais pas dans quel cadre il y a des partenariats, mais en tout cas, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là, parce qu'on est aussi sur des histoires d'environnement extrême, et on aime beaucoup les environnements extrêmes au muséum, que ce soit la banquise, ou que ce soit le désert, ou que ce soit les 10 000 mètres sous l'eau. Ça, on adore ça. Et donc forcément, effectivement, il y a des connexions. Après, d'un point de vue institutionnel, j'en sais pas plus. Des vrais aventuriers, quoi. Sophie, je reviens vers vous avec votre métier. Donc, est-ce qu'on parle d'artisanat, parce qu'effectivement là on va extrêmement loin avec, dans différents domaines, puis il y a une vraie recherche permanente. Vous êtes plutôt dans de l'artisanat, c'est de l'industrialisation. L'idée c'est de préserver votre produit et puis de le développer. Voilà, comment est-ce que vous fonctionnez quand on a une petite entreprise comme la vôtre, mais effectivement qui a créé un produit unique? On essaie effectivement de se protéger de la concurrence. Une petite PME, c'est un peu plus fragile. On a, nous, déposé à peu près 70 brevets. C'est plus de l'innovation prospective. Il y a des brevets qui ne fonctionnent pas du tout. Voilà, on est assez agile sur la protection. C'est un investissement pour nous aussi. Et puis il y en a qui fonctionnent plutôt pas mal. On travaille avec des industriels français, donc c'est avec eux, avec les centres, les laboratoires de recherche de ces usines industrielles. On s'appuie sur leurs connaissances techniques et on développe des choses avec eux. Voilà. Donc en termes de... on est des artisans, oui, parce qu'on travaille au projet, parce qu'on est petit, parce que on travaille aussi avec des paper artistes. On a toute une communauté d'artistes du papier qui viennent travailler ponctuellement ou à long terme chez nous. Donc on est aussi entreprise du patrimoine vivant. Donc ça, c'est une labellisation qui nous met un petit peu dans un secteur d'artisanat, etc., de recettes, de procédés, de choses un peu spécifiques. Et on a développé aussi beaucoup de machines. Donc, on fait des choses que les autres ne font pas. Et vos produits sont biosourçables? Pas tous, non. Les principaux? Le principal produit, celui qui est né donc, pour les vaches du Salon de l'Agriculture, c'est un composite, polyester, cellulose, fibre de verre. Et on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Après, donc, ça fait une petite dizaine d'années qu'on cherche à lui donner une seconde vie. Donc, voilà, on a trouvé une usine. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce type de technologie qui est en croissance, le broyeur et les presses. Les constructeurs de broyeurs aujourd'hui ont de beaux jours devant eux, puisque on peut broyer n'importe quoi et le rendre solide, enfin recréer des matériaux solides de construction. Mais ça, c'est vrai pour tout, en fait. C'est vrai pour les cailloux, pour les végétaux, etc. Donc nous, on broie notre produit phare et on y ajoute des déchets plastiques. Donc ça nous permet de créer un nouveau matériau voilà, qui plaît beaucoup à nos clients architectes et qui se disent « Ah, bah, c'est super parce que si je fais un défilé de mode qui dure 20 minutes et qui emploie 5000 m² de ce composite, je sais que demain, je pourrais faire des podiums ou je pourrais faire des stèles ou je sais pas, ou d'autres mobiliers. »
Je demanderai tout à l'heure à Jean-Jacques, mais pas tout de suite, par rapport à tout ce qui se dit là. Parce qu'il faut savoir que Mélissa n'a pas forcément il n'y a pas de chercheurs. Vous travaillez principalement avec des laboratoires externes. Pour pouvoir obtenir. Non, l'idée, je voulais juste dire qu'on va faire le lien justement entre toutes les industries qui peuvent être effectivement pour lesquelles Mélissa peut faire appel, parce qu'en fait, il y a un besoin de talent, en fait, de compétences, d'expertise, et donc le marché est très large. Je voudrais juste terminer effectivement avec Florent sur la partie innovation Green Tech avec L'Oréal, juste pour voir un tout petit peu effectivement comment pour vous les choses évoluent aujourd'hui. Donc vous avez en 2014, vous avez rejoint le département de la recherche et innovation donc du groupe L'Oréal. En 2021, vous avez vous avez lancé la première application Beauty Tech utilisant la réalité augmentée. En 2021, vous avez mis en place l'équipe Green Tech Innovation qui se concentre sur les opportunités offertes par la tech pour améliorer l'empreinte environnementale de la beauté. Et avant de nous parler justement des sciences vertes, qui est vraiment les choses sur lesquelles vous êtes très investi aujourd'hui, est-ce que vous pouvez juste nous parler effectivement des produits ou d'un produit que vous avez lancé en 2023, le Water Saver, voilà, avec une vraie réalité d'utilité. Ouais. Bien sûr. Aujourd'hui, l'historique de ce projet de Water Saver, c'est simple, c'est la prise de conscience de L'Oréal qui remonte à pas mal d'années des limites planétaires et aussi de notre impact et de comment il est fait. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est très actif, on a un gros programme, mais on avait des premiers objectifs environnementaux il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, on a commencé à faire des analyses parce que je pense que tout part de là. Ça part de quel est notre impact, d'où il vient. À partir de là, ça nous donne des chiffres concrets. Et pour nous, on a identifié chez L'Oréal que l'eau, c'était très important. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui dans tous les indicateurs d'impact, c'est vraiment la qualité de l'eau, sur la qualité de l'eau et sur la quantité d'eau que notre activité a le plus d'impact. Et donc, on a commencé à travailler autour de ça. Il faut voir qu'aujourd'hui, quand on rentre plus dans les détails, si on prend par exemple un shampoing, le geste de beauté étant se laver les cheveux, ce que la plupart des gens font assez fréquemment, on a quasiment 60% de l'impact hydrique qui vient du rinçage. Donc, c'était assez logique d'aller là-dessus parce que c'était une grosse partie du problème. Et donc, on a réfléchi à la manière dont c'est fait aujourd'hui. Et il y a assez peu d'innovation finalement dans ce domaine-là, même de la part des industries autour de la douche. Mais pour nous, c'était une petite obsession en fait, de réussir à avoir une influence sur la quantité d'eau qui est utilisée. Alors, on aimerait bien la recycler complètement, comme dans l'espace. Aujourd'hui, en termes d'investissement pour le particulier ou même chez des coiffeurs, c'est encore des choses qui sont difficiles à obtenir. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en partenariat avec une start-up suisse, dont d'ailleurs on a fait l'acquisition un peu plus tôt cette année, après plus de 3 ans de collaboration, sur une douchette qui économise de l'eau, donc qui arrive jusqu'à plus de 69% d'économie d'eau par rapport à une douchette traditionnelle, en utilisant d'ailleurs une technologie en fin de compte qui vient de l'industrie spatiale, puisque c'est avec de la collision de jet. Et donc, je crois que c'est ce qu'on retrouve sur les moteurs des fusées. Donc, on fait de la collision, au lieu de faire de la collision de carburant, on fait de la collision de jet d'eau. Et ça nous permet d'avoir des petites gouttelettes qui sont plus petites, qui sont fortement accélérées et qui viennent compenser en fait, le volume qu'on n'a pas. Et ça, c'est devenu un produit qui est une douchette qu'on a déployée chez des coiffeurs dans plus de 1000 salons en France. Et quand on regarde, on a plusieurs centaines de millions d'économies d'eau aujourd'hui, puisque les coiffeurs, quand ils l'aiment, ils la gardent. Et quand ils la conservent, ce qui est magnifique, c'est qu'on a fait une installation un jour, et tous les jours, ça va économiser de l'eau. Et donc, on est assez content de ce premier projet vraiment d'impact via un produit Green Tech, c'est-à-dire un produit qui utilise la technologie pour faire une amélioration de l'impact environnemental. Alors justement, par rapport à cette évolution, ou en tout cas cette découverte, est-ce qu'il vous arrive effectivement parce que vous parlez un peu d'être en contact effectivement avec, ou d'être peut-être utile pour l'espace, est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des... parce que je pense encore une fois, je vais faire le lien avec Mélissa, mais Mélissa qui a effectivement besoin de s'entourer de compétences et de chercheurs qui viennent innover. Voilà. Est-ce que il y a vous avez effectivement, vous vous dites qu'un jour peut-être que ce type de produit
pourrait être utilisé, ou voilà, ou est-ce qu'il y a des discussions qui vont peut-être un jour se mettre en place autour de ça. En tout cas, est-ce que vous êtes ouvert à ce type de discussion? Oui, bien sûr. Et de toute manière, je pense c'était vraiment Jean-Jacques qui parlait de la frontière qui est assez difficile, assez floue en fait entre la Terre et l'espace. Bon, il y a une vidéo assez célèbre d'une astronaute qui se lave les cheveux dans une station internationale. C'est quand même ultra intéressant de voir que c'est un produit qu'on retrouve sur Terre, c'est un produit du quotidien, et il faut adapter la routine aux conditions. Donc il y a des passerelles. Et inversement, nous, aujourd'hui, on lance... on met beaucoup d'énergie parmi les scientifiques dont je parlais tout à l'heure sur ce qu'on appelle les green science. Donc sur trouver des alternatives pour réduire notre impact environnemental, aussi pour produire les actifs qui sont dans nos produits. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement produire de manière plus raisonnée, travailler avec nos fournisseurs pour faire attention à l'irrigation, à quelle eau on utilise, sur quel terrain, aller vers des projets d'agriculture régénératrice. Mais ça peut aussi vouloir dire complètement remettre en question la manière traditionnelle de faire pousser une plante dont on va extraire un actif, parce que peut-être qu'il y a une manière plus optimisée de le faire, et là-dessus on s'inspire beaucoup de ce qui est fait dans des environnements clos, que ce soit dans l'espace ou sur la banquise, parce que je sais que c'est aussi un endroit qui est assez intéressant dans le développement spatial, c'est d'aller dans des endroits sur Terre qui sont très isolés, pour se dire comment on le ferait ici. Et donc, ça nous amène à nous poser des questions, à faire des partenariats avec des personnes qui font de l'agriculture verticale et à vraiment avoir une autre approche et un autre angle. Et la dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on considère aussi tout simplement de faire des actifs avec ce qui est le déchet d'un autre. Donc, par exemple, amener plus de circularité. Il y a l'exemple du bois de rosier, qui est a priori un déchet de quelqu'un, et que nous, on aime beaucoup parce qu'on peut en extraire quelque chose qui ensuite va être utile dans une crème ou dans un parfum. Donc on va vraiment explorer tous ces angles différents pour pouvoir à la fin sortir des produits, mais en étant plus aligné avec les conditions qu'on a sur Terre, et donc le fait que la Terre est limitée. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est ça que ça m'inspire comme réponse. On va ouvrir les questions s'il y en a, parce qu'effectivement, j'ai vu que le temps passait. Cédric, à Thales, vous avez des partenariats avec Mélissa ou l'Agence spatiale européenne? Est-ce qu'il y a, vous avez des... Alors, ce que je disais tout à l'heure, on est assez actif sur Mélissa en particulier. Nous, on est franco-italien, donc on a nos principaux sites Toulouse, Cannes, Rome, Turin. Et le site de Turin en particulier a développé pas mal de technologies dans le cadre de Mélissa et très actif dans le cadre de Mélissa en tant qu'industriel. Donc oui, complètement. Sur quel type de produits? Alors, je parlais des salades, mais... Des micro-algues, non Non, faire pousser des salades dans un espace, voilà, par exemple. Et en fait, on a travaillé, parce qu'on a parlé de l'eau, de l'alimentation et de l'air, mais donc sur l'air aussi on a travaillé. Également il faut de l'énergie, donc tous les systèmes de fourniture d'énergie en autonomie, enfin voilà. Donc oui, sur Mélissa il y a eu pas mal d'activités. Nous on est assez fan parce qu'à nouveau il y a une vraie, dans la vision il y a quand même une vraie analogie ou un vrai parallèle avec ce dont on aurait besoin sur Terre dans certaines régions, et ceci peut-être de plus en plus. Donc c'est vraiment un programme qui nous tient à cœur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors attendez, je vais vous donner mon micro, parce que je crois qu'on n'a pas trop le choix. Oui, moi j'ai une question parce que, qui concerne la trajectoire carbone pour peut-être Thales et ESA. Est-ce qu'il y a des programmes dans vos organisations justement pour réduire l'impact carbone de vos produits, parce qu'on n'en a pas tellement parlé finalement? Bien, mais vous avez raison. Alors oui, complètement. Alors moi je suis dans la division espace de Thales. Thales c'est gros et nous on est beaucoup plus petits. Donc au niveau de Thales, oui, il y a un programme. Thales d'ailleurs est maintenant suit ou a été certifié par le SBTi. Donc suit tout ce processus que beaucoup de grands groupes suivent. Donc il y a tout ce programme de décarbonation est en place. Et chez Thales Alenia Space, moi, pourquoi je m'occupe de développement durable? Parce qu'en fait, on veut essayer d'aller le plus loin possible. Donc on veut vraiment porter ça comme une transformation, sachant que le carbone est un des volets, c'est pas le seul. Donc non seulement il y a un programme de décarbonation, mais il y a un programme de réduction des impacts au sens large.
faut voir que pour le spatial, potentiellement, le problème n'est pas du tout, en tout cas le problème le plus structurant n'est pas forcément le carbone. On a aussi un impact au lancement, on a aussi un impact en fin de vie quand on détruit un satellite dans l'atmosphère. Et ce n'est pas forcément le carbone l'enjeu sur ces types de phases-là. Donc, on a lancé des programmes de recherche, on a stimulé nos agences pour nous accompagner ou pour qu'elles lancent, parce que c'est leur boulot, une meilleure compréhension en fait, de l'impact sur l'environnement de nos activités. Donc, aujourd'hui, il faut passer par de la recherche. Je dirais, voilà, il faut qu'on comprenne déjà les problèmes avant d'essayer de les résoudre, sinon on risque d'avoir des effets qui sont contre-productifs. Donc, pour revenir au carbone, oui, il y a un programme de décarbonation, je dirais assez classique par rapport à ce que font les grands groupes aujourd'hui. Hein. Ils s'engagent tous sur ces programmes-là. Ça répond en partie, parce que je pense que c'est un long sujet. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Parce qu'effectivement, l'heure passe. On va peut-être, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de questions, on va conclure avec Jean-Jacques par rapport à la relation, ou alors tout ce qui s'est dit là. Qu'est-ce que ça vous inspire sur la relation entre les entreprises et les agences et l'Agence spatiale européenne ? Je pense qu'on a besoin de toutes les idées. Et malheureusement, c'est-à-dire ça doit être beaucoup plus facile. Je suis pas un ingénieur de travaux civils, mais visiblement, c'est plus facile de construire des murs que de construire des ponts, hein, parce qu'on a tendance à compartimenter les différentes activités, à la fois scientifiques, technologiques et industrielles, alors que c'est une grave erreur. Et je dois dire, le monde spatial a fait une grave erreur au départ de se développer dans un sanctuaire spatial. On a créé des murs autour du monde spatial et on n'a pas regardé que le monde évoluait en dehors du monde spatial. Et c'est comme ça d'ailleurs que le monde spatial a raté complètement la transformation numérique. Bon, maintenant, on a rattrapé, mais on est complètement passé à côté de cette transformation numérique parce que ça n'était pas considéré comme un besoin essentiel pour continuer à faire de l'espace. Mais et en revenant à Mélissa, c'est-à-dire, Mélissa les a défini un besoin. Et le besoin, c'est de faire vivre des astronautes dans un endroit fermé et inhospitalier, sans avoir à apporter des tonnes de ressources dont les astronautes auraient besoin pour vivre sur la Lune ou sur Mars ou dans la station spatiale. Et donc, l'ESA définit le besoin, apporte de l'argent, mais l'ESA utilise énormément les industriels. Enfin, on en a un, mais pas que les industriels spatiaux. Il y a de plus en plus d'industriels non spatiaux qui coopèrent avec Mélissa. Et au laboratoire à Barcelone, il y a plus d'industriels non spatiaux que d'industriels spatiaux. Et donc, c'est en créant cette synergie entre différents mondes qu'on arrivera à résoudre un problème qui, encore une fois, est un problème commun entre l'espace et la Terre. Parce que... oui, les artisans ont aussi leur place, en fait. Ah, tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. Moi, j'ai découvert, grâce à Mélissa, j'ai découvert la spiruline. Je suis un ingénieur de base et je ne connaissais pas la spiruline. Et la spiruline, c'est un chercheur qui a découvert cette spiruline en Afrique, en voyant les... Vous pouvez juste expliquer quel est l'intérêt, enfin l'avantage de la spiruline? Je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer ça, mais peut-être pourvoyeur de nutriments absolument magique, puisqu'en fait, c'est un convertisseur, comme toutes les plantes d'ailleurs, mais là, alors c'est pas une microalgue maintenant au sens strict, mais bref, ça s'apparente aux microalgues. C'est un convertisseur d'énergie lumineuse en nutriments et en vitamines et en tout ce qu'on veut. Donc on a un bioréacteur qui est fantastique pour générer du nutriment. C'est dégueulasse à bouffer, mais ça assure une fonction vitale qui est extrêmement
utile et surtout avec un rendement qui est fantastique. Et on utilise donc, la spiruline est utilisée énormément dans la boucle Mélissa comme un intermédiaire, comme un réacteur. Enfin, encore une fois, mais la spiruline n'a pas été trouvée dans l'espace, elle n'a même pas été trouvée chez des industriels, elle a été trouvée chez des personnes en Afrique qui utilisaient ce nutriment régulièrement. Et donc les idées viennent viennent de partout. Et je pense que c'est comme ça. Je vais finir avec la station spatiale. Je dis toujours dans la station spatiale, les 6 astronautes qui vivent à bord de la station spatiale. Bon, d'abord, dans un équipage de station spatiale, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des acteurs. Et si tout le monde était acteur, déjà, ça, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de commentateurs, il y a beaucoup plus de commentateurs et de spectateurs que d'acteurs. Et donc, je dis, dans la station spatiale, qui est une mini-terre, tout le monde est acteur. C'est déjà un premier élément non négligeable. Et le deuxième élément non négligeable, c'est que 50% du temps des astronautes à bord de la station, c'est pour s'occuper de la station. Si chacun d'entre nous consacrait 50% de son temps pour prendre soin de la Terre, je pense que on aurait eu une Terre différente. Et donc c'est là où il faut abolir les frontières. Bon, je ne parle pas de politique, mais je pense qu'on a construit beaucoup trop de frontières. Et là, lundi, j'étais au lancement d'ERA. Il y a eu un débat très intéressant entre les scientifiques et les ingénieurs. Et ils nous ont expliqué que la plus grande difficulté du programme du projet ERA, cette mission, c'était que les scientifiques comprennent ce que les ingénieurs pouvaient faire et que les ingénieurs comprennent ce que les scientifiques voulaient faire. Et visiblement, ça a été la partie la plus difficile. Tout le reste semblait facile. Et donc, comprendre les besoins des uns et pour trouver des solutions, ça serait aussi un grand progrès. Je pense que il y a partage des connaissances et puis comprendre effectivement ce dont a besoin chacun. Absolument. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir une humanité qui vivra. Il y a un de mes collègues de l'ESA qui a écrit un bouquin, c'est « Est-ce qu'on va survivre 1000 siècles sur la Terre ?» C'est une bonne question. On va conclure là-dessus. Merci à vous en tout cas. Merci à vous d'être venus aussi assister à ce débat.